Nous allons pendant les prochaines séances étudier le démarrage d'un moteur. Le démarrage d'un moteur comprend trois choses essentiellement: le sectionnement, la commutation et la protection du moteur. Pour la partie alimentation, confère le cours sur le canalis. L'alimentation se fait la plupart du temps par des canalis et par un réseau triphasé. Le sectionnement est réalisé grâce à un interrupteur sectionneur ou un sectionneur qui va pouvoir être cadenassé lors de la consignation, qui va isoler l'installation. Il fera l'objet d'un cours plus précis ultérieurement. Et nous avons quelque part ici le contacteur, et aujourd'hui notre cours va se porter sur le contacteur. Ce contacteur, il va permettre la commutation afin de mettre en route le moteur ou pas. Lorsque je prends un démarrage direct, comme ici, lorsque je ferme mon sectionneur Q1, le courant peut arriver jusqu'au moteur. Pour le moment, le moteur ne tourne pas. Pour que le moteur tourne, lorsque je vais appuyer dans un circuit de commande sur le bouton poussoir S2, le contacteur KM1 ici va être alimenté dans la partie bobine et la bobine va actionner KM1 dans le circuit de puissance. Je recommence à 0, lorsque j'appuie sur S2, la bobine KM1 est alimentée et dans la partie puissance, des contacts vont se fermer. Le cours d'aujourd'hui sera basé à la compréhension justement de ce contacteur. Pour revenir à quelque chose de simple, lorsque vous prenez un contacteur, à l'intérieur du contacteur, vous allez avoir un électroaimant. Pour comprendre le principe de l'électroaimant, nous repartons sur des bases. J'ai ici représenté une pile avec une vis CHC toute simple. Cette vis, autour, je lui ai mis un fil électrique. Ce fil électrique, lorsque je vais l'entourer autour de la vis, va créer une bobine. Cette bobine, si je la relie à ma pile, va créer un champ magnétique. Le champ magnétique va attirer les clous lorsque je vais mettre du courant. C'est de cette façon-là qu'on crée un électroaimant. C'est une expérience que vous pouvez reproduire à la maison avec une petite pile, une vis et évidemment des clous qui seront avec une partie fer à l'intérieur. Lorsque je reprends mon guide des automatismes et que je cherche plus précisément le contacteur, je vais retrouver un contacteur. Alors, je suis allé peut-être un peu vite. Le contacteur, sur la photo, on voit bien que c'est un gros composant, mais dans ce composant, vous allez retrouver plusieurs choses. Alors, qu'est-ce que l'on va retrouver? Ici, je fais un petit imprime écran pour comprendre un petit peu mieux et surligner. On va retrouver ici mon fil avec ma bobine, ici. Cette bobine, évidemment, c'est elle qui va créer le champ magnétique avec l'armature fixe à l'intérieur de la bobine. Si je prends mon GDA, j'appuie sur mon bouton poussoir et ici, je vois que le champ magnétique a attiré l'armature mobile. Sur la photo à droite en haut, je vois que des contacts sont aussi en train de bouger et sur la photo en bas, je vois ces contacts qui se collent et qui s'ouvrent. Le contacteur va utiliser donc une bobine. On va utiliser une bobine pour créer un champ magnétique et le champ magnétique va nous permettre d'attirer en réalité des contacts. Soit les contacts sont ouverts et ils vont se fermer, soit les contacts seront fermés et ils vont s'ouvrir. Là, dans l'exemple, qu'est-ce qu'ils ont décidé de faire? Ils ont décidé d'alimenter un moteur en tension. À chaque fois que la bobine crée le champ magnétique, ça attire les contacts et le moteur se met à tourner. Dans la diapo suivante,
on voit tout le schéma de commande et le schéma de puissance. Là, c'est là qu'on va essayer de prendre un peu le temps de comprendre qu'est-ce que c'est le schéma de commande et qu'est-ce que c'est le schéma de puissance. Donc, je fais la mise en marche, je vois que la bobine fait attirer des contacts. La bobine est dans le schéma de commande, j'appuie avec un bouton poussoir dans le schéma de commande. Le bouton poussoir pourrait être dans le pupitre par exemple, de l'école PAP ou du palétique. Et le moteur avec les contacts de puissance, ça c'est ce qui va être en 400 volts ou en 230 volts triphasé, c'est là où il y aura la puissance du moteur. Je reviens à mon schéma de base. Ici, j'ai un schéma de puissance. Ce schéma-là, ça sera le schéma de puissance. Et le schéma que vous avez à gauche, ça sera le schéma de commande. Sachant que l'objectif, ça sera, lorsque j'appuie sur le bouton S2, d'alimenter la bobine ici KM1. Lorsque j'alimente cette bobine KM1, en réalité le champ magnétique va fermer tous les contacts qui vont s'appeler KM1. Ça veut dire qu'il y a un contact ici, on verra après à quoi il sert, et un contact KM1 de puissance ici, mes 3 contacts de puissance ici. Je reviens sur mon GDA. Lorsque je ferme mon sectionneur et que j'appuie sur mon bouton poussoir, la bobine KM1 est alimentée. Quand la bobine KM1 est alimentée, qu'est-ce qui s'est passé? Le contacteur KM1 s'est fermé dans la partie commande et les 3 contacts de puissance ici se sont fermés. En se fermant, le triphasé, le 400 volts par exemple, a pu aller jusqu'au moteur et on a alimenté le moteur en 400 volts, le moteur se met à tourner. Et évidemment, pour arrêter, il faut juste appuyer sur le bouton arrêt, qu'il n'y ait plus d'électricité, qu'il n'y ait plus de courant dans la bobine. La bobine n'a plus de champ magnétique, les contacts reviennent en position. Donc, on retrouve bien, je redis une dernière fois, on retrouve bien le circuit de commande avec la bobine ici et le circuit de puissance plutôt vers le haut. Circuit de puissance, circuit de commande. Et si je prends mon schéma, ici vous avez bien le circuit de commande par là et le circuit de puissance de ce côté. Le cours ressource sur le contacteur. Un contacteur est destiné à établir ou interrompre le passage d'un courant important à partir d'une commande à distance. Le contacteur est un préactionneur, il faut savoir. C'est le préactionneur du moteur, c'est lui qui va permettre de mettre en route le moteur à distance. Il existe 2 sortes de contacteurs. Les plus courants, ce sont les contacteurs en translation, ce que je viens de vous montrer. Ça veut dire qu'un champ magnétique en translation attire des contacts fermés ou des contacts ouverts. Et sinon, quand vraiment les puissances sont très très grosses, si les moteurs sont trop gros, on va avoir des contacteurs en rotation. C'est des très très gros contacteurs. Et là, les contacts s'ouvrent et se ferment en rotation pour éviter les arcs électriques. Ça veut dire que tout simplement, on va avoir un contact qui s'ouvre en rotation pour créer un souffle en même temps. Et avec le souffle, on empêche l'arc électrique. Ceux-là, on les verra très très rarement. Nous, le plus utilisé, celui qu'on verra 99% du temps, ça sera le contacteur de puissance en translation. Donc voilà les 2 types de contacteurs qu'il existe au niveau des formes. Au niveau de la symbolisation, ce qu'il faut bien se rappeler, c'est qu'il y a une partie puissance et une partie
commande. Sur la partie puissance, symbolisation à connaître par cœur, une demi-lune pour le symbole du contacteur. Cette demi-lune ici est obligatoire avec dessous mon contact. Pour la partie commande, évidemment, qu'est-ce que je retrouve ici? Je retrouve ma bobine, c'est elle qui crée le champ magnétique. Quand ma bobine a du courant, elle va permettre de fermer les contacts aussi bien dans le circuit de commande que dans le circuit de puissance. Ceux-là, on les appelle les contacts de puissance ou pôles de puissance. 13-14, on le verra un peu plus tard, c'est des contacts auxiliaires, ils vont servir à d'autres choses pour le circuit de commande. Et ici, la bobine, tout le monde a bien compris que la bobine, c'était elle qui allait permettre de mettre les contacts à 1 ou à 0. Le raccordement, ça sera lors des phases de TP ou lors des câblages à respecter. Il y a des repérages à respecter comme tous les composants. Et nous allons venir derrière sur le choix du contacteur. Donc pour le choix du contacteur, j'ai prévu d'expliquer avec un petit schéma pour aller un peu mieux. Donc qu'est-ce que nous retrouvons lorsque nous choisissons un contacteur? Tout simplement, la question c'est, j'ai un moteur et mon moteur, il faut changer, par exemple le contacteur KM1 est grillé, il faut le changer. Comment je fais pour changer mon contacteur? Voilà la question. Ou j'ai une nouvelle installation, j'ai besoin d'un contacteur, comment choisir le contacteur KM1? Alors, pour choisir le contacteur KM1, ça va pas être trop compliqué, on va tout simplement regarder le moteur. Plus le moteur sera gros, plus le contacteur sera gros et puissant, plus le moteur sera petit et pas très puissant, plus il y aura besoin d'un contacteur petit et moins puissant, tout simplement. Donc je vais prendre ici un exemple tout bête, j'ai pris un moteur M1 avec une puissance. Alors pourquoi j'ai mis la plaque signalétique? Parce que c'est sur la plaque signalétique qu'on retrouve la puissance normalement. Hop, ici j'entoure quoi? J'entoure la colonne qui nous intéresse, kilowatts, donc ça c'est bien la puissance. Mon moteur ici a une puissance de 55 kW. C'est un gros moteur, il fait 340 kg. Ce moteur de 340 kg et de 55 kW, si je dois lui choisir un contacteur, je vais déjà choisir la partie contacteur pur, c'est-à-dire les contacts de puissance ici. Il faut qu'il supporte 55 kW sous le réseau. Ici, je l'entoure, j'ai un réseau de 400 volts. Voilà les deux seules données qui m'intéressent. 400 volts, 55 kW. Mon moteur fait 55 kW sous 400 volts. Je prends dans l'extrait catalogue puissance normalisée des moteurs triphasés. Et ici, je cherche 400 volts. Et là, je trouve 380 400 volts. Et on nous demande des kilowatts. Je vais chercher des kilowatts. 55 kilowatts. J'ai un moteur sous 400 volts qui fait 55 kilowatts. Je continue ma ligne et là, je trouve la référence. Je trouve la référence de mon contacteur. Je reprends une deuxième fois. Mon réseau fait 400 volts. Ma puissance de moteur 55 kW. Ici, je vois bien que c'est des kilowatts. Et je trouve ici ma référence LC1D115. Ça veut dire que mon contacteur ici
ça serait un LC1D 115. Voilà déjà pour la référence du contacteur. Là pour le moment j'ai choisi mon contacteur côté puissance, mais il me manque quelque chose. Qu'est-ce qui me manque? Il me manque une petite chose mais qui est très importante, c'est ma bobine. Je l'ai mis en photo ici pour bien qu'on voie. Cette bobine en réalité elle est évidemment dans le contacteur. Dans le contacteur vous avez la bobine, cette fameuse bobine KM1 ici. Cette bobine KM1, il va falloir la commander. Pour la commander, il va falloir faire attention à une seule chose, c'est le circuit de commande. Ça veut dire ma bobine ici, qui est câblée, elle est câblée sous 24 volts VAC dans mon exemple. Par exemple, là c'est du 24 volts VAC, c'est le plus courant, 24 volts alternatif. Donc, quelque part dans le tableau, je dois avoir un endroit où on nous parle des tensions du circuit de commande. Hop, tension, circuit de commande, ici. J'ai une bobine qui doit être câblée sous 24 volts VAC. Je descends dans mon tableau, chercher ma bobine en 24 volts VAC. Là je vois courant alternatif, ça colle bien, tiens, courant alternatif, 24 volts. Et là je vois 50-60 Hz pour les contacteurs LC1 D09 à D150, donc on est bon. Je vais voir ici B7, ma bobine, ça sera une bobine B7. Regardez sur la photo, je vous l'ai mis pour voir que ça marche bien. Ici, si vous zoomez, vous voyez bien du 24 volts 50 Hz, et ici, hop, si je gomme, si je mets trop, ça va pas se voir. Et ici, je vois écrit B7. Donc je peux compléter. En réalité, ici, il faudrait que je mette que ma bobine, que mon contacteur, c'est un LC1 D115 B7. Donc en résumé, pour choisir un contacteur, il faut connaître la puissance du moteur, la tension du réseau, et pour choisir la bobine, il faut juste connaître la tension du circuit de commande. Je vais revenir maintenant à mon cours. Une fois, alors donc dans le cours, tout ça est résumé. Une fois que j'ai choisi, alors je redonne un exemple, tiens, pour un moteur de 18,5 kW sous 400 volts avec une commande 24 volts VAC. J'ai ici dans le cours un moteur qui fait 18,5 kW sous 400 volts dans mon exemple. On essaye de chercher dans le tableau sous 400 volts 18,5 kW. Et là, vous allez voir, tiens, il y a une petite particularité, c'est que pour 18,5 kW sous 400 volts, vous retrouvez deux possibilités. C'est toujours le même principe dans les exercices ou dans les choix des composants, on prend toujours le premier que l'on trouve, il sera forcément un petit peu moins cher. Donc je vais prendre le premier à 18,5 kW. Et là, je tombe sur un LS1 D038. LS1 D038. Donc je retrouve bien ici un LS1 D038. Et après derrière le 11 il a été mis parce que hop, je dois effacer un petit peu. Ici c'est le 11, ça c'est pas le plus important. C'est que quand je le choisis ici on voit qu'il y a un 1 et un 1, donc c'est le LC1 D38 11. C'est les deux petits contacts. Il y a un contact à ouverture et un contact à fermeture intégré à l'intérieur. Et ce qui nous intéresse le plus, c'est évidemment le fameux B7 pour la tension usuelle, ce que je viens de voir avant, le 24 volts B7 pour la bobine. Donc pour un moteur de 18,5 kW sous 400 volts, j'ai besoin d'un LC1D38, et sachant que la commande avec la bobine sera en 24 volts VAC, on a à nouveau ce B7.
On finit ou on continue plutôt par la catégorie d'emploi. Là, on va pas s'embêter trop longtemps. Il faut savoir que les contacteurs, ils ont des catégories d'emploi. Ça veut dire qu'en fait, il existe des contacteurs AC1, AC2, AC3 et AC4, AC2. Nous, on va retenir quoi? Que la catégorie d'emploi la plus utilisée, c'est la catégorie AC3. Pourquoi? Elle concerne, je regarde juste l'utilisation, elle concerne les moteurs qui sont... si je fais des choses dégoûtantes, ça va pas aller. Ici, je prends mon exemple, elle concerne des moteurs pour tout moteur à cache courant, ascenseur, escalier roulant, bande transporteuse, élévateur à godet, compresseur, pompe, malaxeur, climatiseur. Donc ça veut dire que ça concerne 80% de nos moteurs. Donc la catégorie AC3, c'est la catégorie la plus utilisée. Après, je donne un autre exemple. Si vous voulez plutôt un contacteur qui va être utilisé dans le levage, ça veut dire que c'est un système où il y a un levage, à ce moment-là, je vais utiliser un contacteur de la gamme AC4 et AC2. Si je suis dans du chauffage, un contacteur qui va marcher dans une chaudière ou tout ce qui est chauffage, à ce moment-là, je serai plutôt dans des catégories AC1. Voilà. S'il y a une chose à retenir, c'est que le plus courant, c'est en maintenance industrielle, le plus courant, c'est le AC3. Voilà pour la catégorie d'emploi. Et après, la dernière chose qui nous reste à voir, c'est comment tester la bobine. Mais ça, je laisse dans le cours, mais ça sera plutôt un cours qui viendrait avec l'utilisation de l'ohmmètre et du diagnostic. Donc ce qu'il faut retenir, c'est qu'en gros, une bobine, quand on la teste, c'est une sorte de fil qui est enroulé. Hein. Ça, c'est ma bobine. Et quand je veux la tester, il faut que je prenne un ohmmètre. Et mon ohmmètre, si je trouve une valeur entre 0 et 1000 ohms, c'est que la bobine est bonne. Si je trouve une valeur à l'ohmmètre qui fait des millions d'ohms, ça veut dire que je trouve par exemple 3 ou 4 millions d'ohms, c'est que la bobine elle est morte, le fil il est coupé. Et si je trouve une valeur exactement de 0, à ce moment-là, c'est que la bobine est en court-circuit, c'est qu'il y a quelque chose qui a chauffé à l'intérieur. Donc voilà les trois possibilités. Je finis au niveau de la maintenance. Donc la durée de vie électrique, il faut savoir qu'un contacteur, sa durée de vie, c'est le nombre de fois qu'il va s'ouvrir et se fermer. Par exemple, le moteur se met en marche, et la bobine va fermer les contacts. Donc si je prends l'exemple ici de la mise en marche, à chaque fois que je fais ça, 1, 2, 3, 4, à chaque fois vous avez le nombre de manœuvres. Si mon contacteur, on dit qu'il a une durée de vie de 3 millions de manœuvres, ça veut dire qu'on a le droit de faire 3 millions de fois la mise en route et l'arrêt du contacteur. Donc ça c'est la durée de vie électrique. Et la durée de vie mécanique, c'est la même chose, c'est le nombre de manœuvres à vide que les pôles de puissance peuvent effectuer sans défaillance. Donc en moyenne, un contacteur il a 6 millions de manœuvres. Donc ça sera plus de la maintenance préventive lorsqu'on veut savoir tous les combien de temps il faut changer le contacteur. Voilà pour l'explication sur le contacteur. Pour aller un petit peu plus loin, pour ceux qui auraient un doute, quand je vais sur le choix du contacteur, la feuille d'extrait complète dans un catalogue, voilà comment elle se représente. Donc qu'est-ce que je vais retrouver dedans? Pour commander des moteurs jusqu'à 75 kW sous 400 volts en AC3, on retrouve bien ici le principe de AC3, ça veut dire que c'est 90% des contacteurs. Je retrouve bien ici la puissance du moteur, sous 230 volts, sous 400 volts, sous 690 volts. Donc si je veux choisir, par exemple si je prends un contacteur LS1 D09, LS1 D09, je sais que c'est un contacteur, par exemple je prends sous 400 volts, sous 400 volts, je peux faire commuter jusqu'à 4 kW. Donc un contacteur LS1 D09, il peut faire office jusqu'à 4 kW, un moteur qui fait 4 kW. Et un petit peu plus bas ici vous retrouvez bien la partie bobine, le choix de la bobine du contacteur. Il ne me reste plus qu'à parler, si je sais ce qui me manque, il me manque le circuit de commande avec ce fameux KM1 1314. Ici je vais faire
un imprime écran. Quand vous mettez en route votre moteur, il faut un auto-maintien. L'auto-maintien, c'est 13-14. On va essayer sous Paint d'expliquer ça. Lorsque vous mettez le moteur en route, donc premièrement, il faut fermer le sectionneur pour que le courant puisse passer jusque au contacteur. Donc pour le moment, le moteur ne tourne pas quand je ferme mon sectionneur. Donc le courant ici, vu que j'ai fermé Q1 ici, Q1 est fermé. Donc Q1 est fermé, le courant passe. Il passe ici, l'arrêt, on n'a pas appuyé dessus, et là on se retrouve ici. Quand je me retrouve à S2, pour mettre en route le moteur, on appuie sur le bouton poussoir S2. Quand je vais appuyer sur le bouton poussoir S2, le courant va passer jusqu'à la bobine KM1. KM1 va être alimenté. Le contacteur, la bobine alimente, la bobine fait changer d'état KM1 grâce au champ magnétique. Les contacts ici vont se fermer. Et mon moteur va se mettre à tourner. Mais si je relâche actuellement là, si j'enlève KM1 13-14, je vais le faire, tiens. Si j'enlève ce contact, que se passe-t-il si je relâche S2? Si je relâche S2, tout le monde est d'accord pour dire que ici, si je relâche S2, le courant ne peut plus passer. Si je relâche S2 là, hop, le courant ne peut plus passer. Si le courant ne peut plus passer, à ce moment-là, le moteur va s'arrêter. Donc en gros, pour que le moteur fonctionne, si j'ai pas le contact 13-14 ici, pour que le moteur fonctionne, il faut appuyer sur S2. Si j'appuie sur S2, le contacteur s'enclenche. Si j'appuie pas sur S2, le contacteur ne s'enclenche pas. Donc quelle est la solution qu'on a trouvée? Tout simplement, en parallèle de S2, on a mis un auto-maintien. Tout simplement, quand j'appuie sur S2, le contacteur s'alimente et la première chose qu'on demande à la bobine, c'est d'aller fermer le contact auxiliaire 13-14 pour que le courant passe en permanence. Et à ce moment-là, qu'est-ce que je peux faire? Je peux relâcher S2. Si je supprime S2 ici, ça continue à fonctionner car le circuit est toujours alimenté grâce à l'auto-maintien. On appelle ça l'auto-maintien. Donc, ici, si je fais un résumé de tout ça, la seule chose importante, c'est de se rappeler qu'il y a un contacteur de puissance, et dans la partie puissance, ce sont les pôles de puissance. Dans la partie commande, vous avez la bobine KM1 avec un A2 ici, la bobine KM1 qui est alimentée la plupart du temps 24 volts, mais attention, ça peut être une autre tension. Et vous avez l'auto-maintien ici 13-14. Voilà les composants, voilà le composant KM1. Après, à apprendre par cœur, ici le schéma. KM1 partie puissance, 13-14 le contact auxiliaire, c'est le contact de précoupure, et la bobine du contacteur. Si la bobine est alimentée, je ferme 13-14 et je ferme 1, 2, 3, 4, 5, 6 dans la partie puissance. Voilà pour une petite explication sur le contacteur.